Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Ma mission, c'est d'interviewer des personnes au destin remarquable qui ont réussi chacune dans leur domaine pour qu'elles nous racontent leur histoire, leur parcours et nous partagent de précieux conseils. Et mon but à travers ces témoignages inspirants, c'est de vous aider à oser passer à l'action et de faire de votre rêve une réalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Vessier, professeur de théâtre et comédien, qui va nous parler de sa passion pour le théâtre d'improvisation. Il nous explique en quoi cette discipline assez méconnue consiste, ce qu'elle peut apporter sur le plan personnel, et il nous démontre aussi que chacun d'entre nous peut devenir improvisateur sur scène et dans la vie de tous les jours. Un épisode à écouter si vous cherchez à gagner en répondant et à prendre confiance en vous. Salut Jérémy, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors pour la petite anecdote, je suis tes cours de théâtre d'improvisation depuis 1 an. Et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à toi pour le podcast parce que faire du théâtre d'improvisation, c'est l'action même de sortir de sa zone de confort, de se lancer dans l'inconnu. Et c'est vrai que ça colle assez bien avec le thème du podcast qui est d'oser. Alors pour commencer cette interview, raconte-nous comment un jour, le théâtre s'est naturellement imposé à toi. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Alors, le déclic pour le théâtre, je sais plus trop si ça date. Je sais que j'en ai fait quand j'étais au collège, que j'aimais ça, que j'aimais en regarder et j'aimais aller voir des spectacles. Donc je saurais pas dire le déclic exact. Après, sur le théâtre d'impro, j'ai une image beaucoup plus nette. Déjà, j'en faisais en atelier de théâtre. On en faisait des exercices et je trouvais ça trop bien. Je trouvais ça même dommage qu'on le pousse pas plus loin parce que c'était vraiment des moments magiques en atelier. Et puis quand on passait sur les moments de répétition avec du texte, on voyait que les gens se lâchaient moins, s'amusaient moins. C'était plus long à venir. Donc je trouve ça dommage de pas pouvoir plus le pousser. Et puis j'ai découvert aussi l'impro à la télé. J'avais la chance à l'époque sur le satellite, je crois que c'était Comédie Plus qui diffusait des spectacles d'improvisation, des matchs du Québec aussi. Donc j'ai découvert un petit peu comme ça. C'était les premiers pas dedans et puis petit à petit en fait j'ai voulu en faire. J'ai eu la chance qu'il y ait une équipe dans la ville où j'habitais, donc à Bastia. Okay. Et puis voilà, je me suis lancé comme ça. D'accord. Et ça a tout de suite été une évidence pour toi ou au début, tu avais un peu des craintes, des appréhensions lorsque tu as débuté sur les planches ? Alors, ça peut paraître prétentieux, mais j'ai eu aucune crainte, vraiment. Okay. Ça s'est vraiment posé, c'était facile. Après, je pense qu'il y a des fois des choses dans la vie, des passions ou des choses qu'on va aimer, qui sont naturelles pour toi en fait. Ouais. T'es fait pour faire ça. C'était une évidence. Voilà, c'est une évidence. J'ai la chance d'avoir moi découvert ce qui me convenait très bien, qui est l'improvisation. J'en fais depuis pas mal d'années, mais dès le départ, ça a été une évidence. Je me sentais à l'aise sur scène. J'avais pas peur de faire des choses. Tout était comme si tout était aligné en fait pour que vraiment sur scène je prenne du plaisir à jouer, que je m'amuse avec les autres. Tout ça me plaisait énormément. Il y a une alors ça s'est développé au fur et à mesure, mais il y a une mentalité dans l'improvisation et même dans l'improvisation elle-même, une mentalité qui s'est développée, pas que chez moi, qui amène à ce que vraiment ça colle avec ma personnalité, donc ça me convient très très bien en fait. Okay. Et par la suite, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être prof de théâtre, d'impro, d'enseigner ? Alors au départ, c'était pas forcément une envie, même si j'aime bien le côté pouvoir transmettre aux gens, quel que soit leur âge, que ce soit des enfants ou des adultes. Mais c'était pas une évidence au début parce que ça s'est fait un peu par accident. On avait un prof qui menait notre atelier depuis des années, qui a décidé de se mettre de côté, d'arrêter. On s'est dit que si on voulait continuer les ateliers, fallait que certains d'entre nous puissent prendre la place. C'était un peu risqué. On s'y est mis à plusieurs et puis ceux qui ont persévéré, ils ont continué. Et donc après, moi, j'ai eu un moment donné où j'ai voulu arrêter. Puis j'ai repris quelques années plus tard parce que ça me manquait. J'aime ce côté, transmettre. J'aime le côté pouvoir pousser les gens à faire des choses. J'aime ça de voir aussi, alors encore plus en improvisation, mais des gens qui se connaissent pas du tout, qui ont rien à faire ensemble sur le papier, qui ne sont pas du même univers, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas les mêmes références. D'un coup, se retrouver sur scène et devoir faire des choses ensemble. Et essayer de trouver les clés pour les pousser à faire des choses, je trouve ça génial. Et alors, si on fait un focus plus sur le théâtre d'improvisation, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Parce que c'est vrai que pour pas mal de personnes, c'est assez nébuleux.
Tu vois, ça existe depuis quand? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs de cette discipline? C'est quoi la place du théâtre d'impro au sein de la Comédie même? Alors c'est une bonne question. Le théâtre d'improvisation, déjà, qu'est-ce que c'est? Pour moi, je vais un peu donner ma définition, parce que c'est celle que je me suis fait au fur et à mesure des années. L'improvisation, pour moi, c'est une discipline scénique qui consiste à créer des moments sur scène, à plusieurs, en direct avec un public. Donc il y a toutes les difficultés qui sont mises ensemble pour que tu crées quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre artiste qui fait ce genre de performance dans son domaine. Alors ça existe depuis de nombreuses années. Déjà, si on remonte très très loin, l'Antiquité, les Grecs, etc., on trouve déjà des traces d'improvisation. Ah oui, ok. C'était pas fait de la même manière. Nous, aujourd'hui, que ça soit l'équipe dans laquelle je suis ou les ateliers que je mène, c'est plutôt de l'impro moderne, donc ça n'a plus aucun rapport avec ce qui était fait à l'époque. Ça date il y a des années 60, on va dire, 60 aux États-Unis, Canada, Angleterre, plutôt des pays anglophones d'ailleurs, qui ont développé cette discipline. Dans les ambassadeurs, il y en a plusieurs. Moi, vraiment, il y a un maître à penser qui s'appelle Keith Johnstone, qui doit avoir le nom le plus compliqué à dire pour moi, c'est horrible, mais que j'adore, qui est décédé donc cette année d'ailleurs, mais qui était vraiment le maître à penser, celui qui a créé plein de notions en improvisation. Ça, c'est pour le côté anglophone. Tu as aussi des grandes personnalités qu'on connaît dans la comédie américaine, comme Robin Williams ou d'autres, qui ont vraiment porté l'improvisation sur le devant de la scène. En France, tu as aujourd'hui un peu plus de personnalités qui arrivent maintenant, là, ça y est, comme la compagnie Les E à Paris, qui est une très très grosse, très très belle troupe d'improvisation. Tu as aussi certains duos qui se sont formés. Tu as les Bonimenteurs, qui ont existé il y a quelques années, qui là se sont séparés, mais qui ont pendant plus de 20 ans porté l'improvisation sur le devant. Donc il y a quelques références qui parlent pas beaucoup au grand public, pour la plupart, qui parlent surtout aux improvisateurs. Donc c'est quand même une discipline qui est jeune, donc on essaie d'en parler et surtout de jouer, et c'est ça qui amène les gens à l'aimer ou à la découvrir en fait. Mais il y a Kairon aussi, je crois tu as Kairon, ouais. Kairon, c'est une grosse référence de l'improvisation, mais c'est quelqu'un qui improvise seul par exemple. Voilà, oui, on peut à la fois faire un duo, en troupe, c'est ça, voilà. seul. Par exemple, sur les plus célèbres français, tu vas avoir Kairon, mais qui improvise seul. Tu vas avoir Arnaud de Samer aussi, qui a eu une grosse partie d'improvisation, qui aujourd'hui l'a un peu mise de côté. Tu as Jérémy Crédville aussi, qui est un humoriste, qui aujourd'hui a vraiment mis en avant sa place d'humoriste, un peu moins d'improvisateur. Tu as plein de références comme ça, mais tu n'as pas vraiment d'esprit de troupe pour ces gens-là. C'est plutôt des individualités qui sont très forts, mais qui sont plutôt des individualités. Et dans le côté troupe, voilà, je disais les E ou certaines troupes parisiennes. Voilà. Mais est-ce qu'au final, ils improvisent vraiment... est-ce qu'on peut vraiment improviser, genre, tu vois, 1 heure de spectacle sur scène? Ou est-ce qu'au final, ils repiochent un peu dans ce qu'ils ont pu déjà faire comme blague auparavant? Et au final, il y a peut-être que 10 minutes de pure impro, des nouvelles impro à chaque fois. Ok, donc... tu m'inquiètes parce que tu suis mes ateliers, tu sais que quand même, normalement, on est censé pouvoir le faire pendant 1 heure. Est-ce qu'ils le font? Je pense mais là, on continue, tu vois, c'est pas par exercice. Je comprends. Ouais, je pense que mais même nous, on le fait, c'est-à-dire que quand tu vas jouer 1 heure, si tu joues 1 heure, si tu prends juste 1 heure, effectivement, on va pouvoir improviser 1 heure. Si tu le répètes tous les jours, il y a forcément des choses qui vont revenir. De toute façon, on est nous-mêmes limités par notre univers, c'est-à-dire nos personnages, notre voix, notre corps. Donc il y a des choses qu'on va forcément faire revenir de soir en soir. Mais pour la plupart du temps et dans l'honnêteté du comédien et de l'improvisateur, on prévoit rien à l'avance. Ça va se passer quand ça va se passer sur scène. Et alors comment, paradoxalement, on organise un spectacle d'impro? Est-ce que tu pioches parmi les exercices que tu connais et après tu les organises un peu comme tu veux, ou c'est, tu vois, un peu plus pour créer un spectacle que ça? Alors ça dépend déjà des spectacles. Tu as différentes formes de spectacles. En improvisation, tu as les spectacles d'impro qu'on va dire courtes, qui sont une sorte pour faire simple, de mini-sketch qui vont durer 3-4 minutes, qui sont très rythmés comme spectacle en général, ou une fois qu'on en a fini une, on en passe à une autre. Il peut y avoir des contraintes du spectateur, il peut y avoir des contraintes de la personne qui présente, etc. Là, du coup, tu vas travailler en atelier ces formes-là, puis tu les récupères en fonction de ce qui a fonctionné dans les ateliers pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles et puis qu'ils puissent être le meilleur possible en fait, pour que le spectateur vraiment profite d'un spectacle qui soit agréable pour lui aussi.
Et après, tu as les formats d'impro longue, où là, par contre, on va prendre un concept très général, demander peut-être des informations au public au début du spectacle, et après, on se lance pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et là, c'est beaucoup plus aléatoire. On ne sait pas trop où on va aller, et c'est surtout ce qui va se passer pendant le spectacle qui va former ton histoire. Ok. Et alors, pour ceux qui hésiteraient entre commencer par des cours de théâtre, enfin, dit classique, ou prendre des cours de théâtre d'impro, toi, tu recommanderais de commencer d'abord par le théâtre classique, tu vois, même pour apprendre à jouer des émotions. Moi, je conseillerais en fait de faire les deux en même temps. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, vraiment. C'est vraiment complémentaire. Ça se voit, il y a beaucoup d'élèves qu'on a eus qui font les deux et qui te disent que ça leur apporte énormément de venir en improvisation pour aller faire du texte. Et tu le vois chez eux, quand ils ont travaillé sur du texte, qu'ils ont poussé des personnages, qu'ils ont pu pousser des émotions, chose que des fois on peut un peu moins faire en improvisation, même si on le travaille, ça leur apporte énormément aussi en improvisation, on le voit aussi. Je pense que c'est complémentaire, après c'est comme faire une pratique de sport, et si tu fais 2 sports différents, forcément ça va appuyer l'un et l'autre, quoi. En fait, le théâtre d'impro, ce serait peut-être plus pour développer la créativité, et le théâtre classique, déjà la mémoire, et puis travailler, comme tu dis, les émotions, pousser un personnage au maximum. Ouais, l'improvisation aussi, ça te permet de beaucoup travailler l'écoute, d'être capable d'entendre, mais de regarder ce qui se passe sur scène, de le comprendre. Chose que des fois on fait moins dans des ateliers de texte parce qu'on a un texte, parce qu'on se repose dessus, parce qu'on va avoir un costume. Parce que tu as aussi quelqu'un qui va faire la mise en scène pour toi. L'improvisateur, sur scène, il va devoir faire tout ça lui-même. C'est-à-dire qu'il va devoir jouer, être le comédien. Il va devoir être le dramaturge. C'est lui qui va écrire les dialogues, les situations, son personnage. Il va devoir faire la mise en scène. Donc tout ça, c'est à lui de le faire en direct. Donc forcément, si tu suis des cours de texte ou de théâtre classique, tu vas découvrir ces facettes-là aussi. Donc ça va forcément t'aider pour l'improvisation derrière. Et alors, en début de cours, on fait souvent des exercices de mise en énergie, où sur scène, on se tape souvent dans les mains. Ça sert à quoi ? C'est pour doper notre créativité, notre réactivité, mieux improviser au final ? Alors, les exercices, ils sont pour moi très importants. Les premiers exercices de cours, déjà, ils vous permettent de se sortir de la tête tout ce que vous avez vécu dans la journée. Des fois, on arrive en atelier, on n'a vraiment pas envie de s'amuser, on a vraiment autre chose à faire. Déjà, d'être venu, c'est déjà une première chose. Je trouve que c'est très bien, même quand on a passé une sale journée. Donc la première chose, c'est d'essayer d'oublier ce qui s'est passé, comme une coupure, comme un sas de décompression en fait. Et ensuite, c'est d'essayer de se rappeler qu'on est là ensemble, c'est une équipe en fait. C'est un atelier ensemble à plusieurs. Et moi, c'est ce que j'aime bien voir chez les gens. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai envie que les gens puissent se faire confiance, puissent se lâcher, être décontractés et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, quelles que soient les personnes qu'il y a dans l'atelier. Et alors justement, quelqu'un qui serait très timide mais qui a très envie aussi de faire des cours d'impro, tu lui dirais quoi à cette personne ? Viens déjà. Le meilleur exemple, je pense que c'est moi. J'étais très timide et je suis toujours assez timide. Et vraiment au départ, on n'aurait pas pu penser que je pouvais faire ce genre de discipline. Mais en fait, tu te sentais comme chez toi, parce que tu étais timide, mais une fois sur scène, tout... Ouais, parce que pour moi, la scène, c'est un autre cadre, en fait. Déjà, je peux jouer un personnage, donc c'est pas forcément moi. Donc ça m'a aidé au début. Ensuite, c'était de faire des choses... l'improvisation me permettait de faire des choses presque poussées, presque exagérées, qui, du coup, permettaient de mettre la timidité de côté, en fait. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose à fond, la timidité, quelque part, elle disparaissait. Et après, une fois que tu passes ce cap de dire je vais m'éclater, je vais m'amuser, alors ça vient pas forcément de suite, hein, mais d'un coup, de pas se sentir jugé en atelier, d'être plutôt là, après ça c'est mon rôle, mais ça peut être aussi le rôle des autres élèves, d'encourager et de te mettre dans une ambiance où tu puisses te sentir vraiment comme à la maison, où tu puisses faire ce que tu as envie de faire, et surtout de partir de là en te disant je me suis amusé, j'ai passé un bon moment, voilà. Ça, et même des fois, pas forcément toi sur scène, peut-être que quand t'es passé pendant l'atelier, tu t'es un peu ramassé, t'as fait des mauvaises choses, mais par contre de regarder les autres, tu les as vus, tu t'es amusé, et en fait tu repars de là et t'es content. Ouais. Ça, c'est le but. Ouais, c'est le but, c'est-à-dire de se dire, tu vas rater de toute façon, il y a des moments où ça sera compliqué, mais si t'es content aussi pour les autres qui réussissent, en fait au final, t'es venu 3 heures dans un atelier et tu t'es amusé, quoi. Ouais. Et tu trouves que ça aide à prendre confiance en soi, des cours de théâtre d'impro ? J'espère.
C'est un peu le but aussi. C'est vrai. Ben, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, l'improvisateur, il doit être plein de choses, mais c'est surtout qu'il vient qu'avec une seule matière, c'est lui. C'est-à-dire, il viendra pas avec un costume, il viendra pas avec un décor, il viendra pas avec un texte. Tout ce qu'il a, c'est lui. Donc, il va falloir que tu apprennes à te connaître, il va falloir que tu apprennes à t'aimer, et du coup, tu vas pouvoir sortir toutes ces choses après sur scène, utiliser tout ce que tu es. Donc, c'est ça qui est important. Du coup, tu vas forcément prendre confiance en toi sur certaines choses. Pas sur tout, c'est pas un produit miracle. On sort pas de là en devenant des gens hyper confiants, mais je le vois régulièrement. Il y a quand même beaucoup de gens qui ressortent de là en se découvrant, en étant en confiance, et du coup en s'appréciant ou en étant beaucoup plus en confiance dans la vie de tous les jours. Et donc, ouais, c'est quelque chose que tu as vu au cours de ta... Oui, Ouais, oui, ça, tu le vois. Je le vois déjà chez moi, parce que je l'ai développé chez moi, ça. Et je le vois chez plein d'autres gens. Après, c'est pas, encore une fois, moi, pas magique. ouais, c'est pas magique. Et puis, il y a toujours un truc où moi, je mets un bémol, c'est que sur scène, tu peux être génial, il peut t'arriver plein de choses, ton personnage, ça peut être fantastique. Les conséquences dans la vie seront pas les mêmes que ce que tu as fait sur scène. Si tu fais quelque chose, par exemple sur scène, d'un coup d'être méchant ou de critiquer quelqu'un ou d'être très très gentil et de déclarer ta flamme à quelqu'un, une fois que tu sors de scène, tu sors de scène. Bah, Tu c'est ce sors que de là. j'allais dire, tu vois, parce que quelqu'un qui est, entre guillemets, bon en impro, est-ce qu'il est forcément dans la vie réelle ou en toutes circonstances, tu vois? Je pense pas, je pense que c'est deux choses différentes. Mais après, c'est plutôt, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de développer un état d'esprit. C'est-à-dire de dire aux gens, soyez curieux de vous-même et des autres qui sont autour de vous. Écoutez-les, c'est vachement important, regardez-les. Et en fait, vous verrez qu'il y a plein de choses à voir autour de ça. Et si après ces choses-là, vous pouvez les utiliser dans votre vie, ça va forcément vous aider. Et vous allez forcément prendre confiance en vous, en fait. Moi, j'aimerais pas que les gens d'un coup se disent ah, je fais des personnages sur scène, ça marche, donc je vais faire un personnage dans la vie. Ça serait vraiment le truc qui a pas été compris. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire attention. Et quand on me pose cette question-là, de dire est-ce que ça donne confiance d'un coup de monter sur scène et est-ce que tu peux avoir la même confiance dans la vie, on dit souvent que l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est pas de monter sur scène, mais c'est d'en redescendre en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu les applaudissements du public et que tu dis ah, j'ai été trop bien, bah, faut redescendre maintenant parce qu'en fait, les gens ils t'ont applaudi pendant 1h30, mais c'est pas la vie. C'est ce qui s'est passé sur scène, quoi. Bah, là où ça peut aider, je pense, c'est si en cours, tu vas, entre guillemets, t'entraîner sur des situations où tu as un peu du mal dans la vie réelle. Tu vois, pour que ton cerveau, peut-être qu'il s'habitue à ces genres de situations. Et après, une fois dans la vraie vie, bah, tu as peut-être moins de mal à t'exprimer, à t'affirmer, quoi. Ouais, je pense que c'est... Mais pour moi, c'est les outils que tu utilises, en fait, plus que les situations. C'est ce qu'on fait en improvisation, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on répète pas à l'infini une situation. On va donner des outils, travailler des situations différentes pour qu'un jour, quand tu puisses te retrouver dans n'importe quelle situation, tu puisses te dire « Ah oui, je vais utiliser ça, je vais faire ça. » Et même à force d'en faire, tu réfléchis même plus, ça devient naturellement. Tu sais que d'un coup, je sais pas, si tu es dans une improvisation et puis qu'elle rame, il se passe rien ou quoi que ce soit, tu sais que bah, peut-être qu'il faut écouter, peut-être qu'il faut regarder l'autre, peut-être qu'il suffit juste de relancer, peut-être de jouer une émotion, de faire une action, de développer un personnage. Et en fait, ça va devenir naturellement. Et je pense que si naturellement tu te dis ça en improvisation, et ben dans la vie de tous les jours, pouvoir se dire ça aussi, c'est important. Quand tu vas rencontrer des problèmes, pouvoir te dire, attends, je pose, je souffle de peut-être 2 minutes, je regarde la situation, j'analyse, et peut-être que ça va t'aider en fait. Donc c'est plutôt ces outils-là que moi je vais développer en cours d'improvisation, que je conseille aux gens après d'utiliser dans la vie de tous les jours. Puis je trouve que ce qui donne confiance aussi, c'est d'être dans un environnement, enfin je vais dire un mot très à la mode, mais bienveillant, mais c'est vrai, tu vois, enfin moi quand au début j'hésitais à venir en cours d'impro, pour tout dire, et quand j'ai ouvert la porte, tu vois, j'ai tout de suite senti des bonnes énergies. Et une ambiance sympa. Du coup, ça m'a tout de suite mis à l'aise et donc j'ai eu envie de revenir. Et au bout d'un an, je suis toujours là. Ok, bah cool déjà, c'est une bonne nouvelle. Il y a ce terme-là, bienveillance, qui est très à la mode. Moi, des fois, il me fait un peu peur par contre. Bah en fait, j'aime bien l'idée de la bienveillance. Souvent, je trouve que le terme est mal défini. Souvent, quand j'entends bienveillance, on entend beaucoup les gens dire en fait, c'est être gentil les uns avec les autres. Et en fait, non, moi, j'aime bien l'idée que, bien sûr, t'as pas à être agressif avec les autres, mais pouvoir se dire les choses, en fait, aussi, des fois même les choses qui sont dures, mais se les dire avec respect mais pas pour faire mal. Voilà, pas pour faire mal. Et ça, c'est très important. Alors que souvent, la bienveillance, je le vois, je l'ai vu dans des troupes ou dans des associations,
ça devient vraiment un truc de surtout on ne dit pas les choses. Okay. Surtout faut pas dire les choses même si ça va être une critique ou quoi que ce soit. Alors que moi j'aime bien l'idée de dire oui, on va pouvoir critiquer les choses. Oui, on va pouvoir dire que ces choses-là sont mal faites. Comme on a le droit de dire que ces choses sont bien faites aussi. Je trouve que ça, c'est encourageant et c'est important de pouvoir aussi se dire, parce que ça, on l'oublie souvent, de se dire que les choses, elles sont bien. Ou que quand tu es dans une troupe, on peut aussi pouvoir se dire qu'on s'aime et qu'on s'apprécie et que c'est cool de bosser ensemble. À l'inverse, il faut aussi pouvoir des fois se dire là c'est dur, là c'est compliqué, là j'aime pas quand c'est comme ça. Et ça pour moi c'est la définition de la bienveillance. C'est ça qui fait qu'aussi l'ambiance elle est cool, quoi, qu'il n'y a pas de truc lourd à un moment donné. Alors maintenant si on revient un peu plus à toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du théâtre? Et qu'est-ce que ça t'apporte toujours? Ça m'apporte, alors ce que je disais déjà, ça m'a apporté de la confiance que j'avais peu avant. C'est du travail de tous les jours. Pour moi, c'est pas fini. C'est tous les. Ouais, c'est vrai. C'est pas uniquement une fois par semaine en cours de théâtre. C'est ça. Alors pour moi, après, c'est une passion. C'est-à-dire que pour moi, l'improvisation, c'est. Je me suis retrouvé des nuits à 2h du matin à regarder des improvisations en russe sur YouTube alors que je parle pas russe. Okay. Tu vois, donc ça, pour moi, c'est une passion. Donc pour moi, c'est tous les jours. Qu'est-ce que ça m'apporte? Oui, ça m'apporte de la confiance. Ça m'a apporté des amitiés aussi. Ça, c'est important. Ça m'a apporté des gens de la curiosité. J'ai beaucoup développé cette curiosité de découvrir les gens, de découvrir ce qu'il y avait autour de moi, de me découvrir aussi. Il y a des moments où t'as pas envie forcément de creuser, savoir qui tu es. Et puis l'improvisation m'a apporté ça, de me dire oui, en fait, j'ai envie de savoir qui je suis. Ça m'a apporté ça m'a apporté de la créativité, ça m'a apporté vraiment des expériences de vie que j'aurais pas pensé vivre. Ça m'a forgé dans des difficultés aussi. Ça m'a appris qui j'étais et ce que j'aimais. Ouais. Ok. Et alors, est-ce que tu as en souvenir ta plus belle impro et à contrario, tes pires souvenirs d'impro, et pourquoi pour toi c'était la meilleure et à contrario la pire? Alors, c'est une question très difficile pour moi parce que le meilleur souvenir... en fait, j'ai tendance à ne pas me rappeler ce que j'ai vécu sur scène. Donc, tout disparaît quand tu descends. C'est ça, pas forcément quand je descends, mais quelques jours après, j'ai beaucoup de mal à me rappeler ce que j'ai fait sur scène. Et du coup, c'est un peu compliqué, mais c'est plutôt des ambiances en fait. Dans des bons moments, il y a des moments un peu suspendus où tu sais pas pourquoi tout roule en fait. C'est assez magique et d'un coup tu dis une réplique ou tu vas créer un personnage ou une situation et tout s'aligne et d'un coup les gens sont là mais qu'est-ce qui s'est passé quoi, qu'est-ce qui s'est passé sur scène? Mais c'est ça qui paraît assez fou parce que en fait moi j'ai découvert le théâtre d'impro avec une amie qui faisait partie de la Ligue d'impro de Lille qui est assez réputée. Et je disais, mais c'est pas possible. Enfin, ils ont forcément répété avant quelque chose parce que ça paraissait tellement fluide. Et surtout, moi, j'admire ça, c'est cette capacité à faire rire à partir de la création pure, tu vois. Ils savent pas ce qu'ils vont dire encore une seconde avant. Et j'admire vraiment ça, tu vois, cette capacité à... Et puis déjà, à se lâcher complètement. Tu vas jouer la poule à fond devant 200 inconnus. On le fait pas tout le temps, ça. Pas tout le temps, mais... Et à en être drôle, alors que c'est de la pure impro, quoi. Ouais, après moi, ce que je trouve, ce qui est encore plus magique, c'est de faire vivre des émotions au public. Au-delà du rire, c'est de pouvoir les transporter pendant 1 heure, 1 heure et demie, sur quelque chose qui est pas prévu au départ, qu'on va créer que pour eux ce soir-là, donc qui nous aide même à créer. Pour moi, le public fait partie du spectacle. Donc, il y a plein de bons moments comme ça qui sont assez fous, où c'est assez indescriptible en fait quand t'es sur scène. Tu t'as même pas réalisé ce qui s'est passé, d'un coup ça fait 5 minutes qui se sont déroulées et tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, parce que tout s'est aligné parfaitement en fait. Ça c'est assez fou, comme les fois où tu te dis tiens là je suis en train de ramer, l'improvisation n'avance pas, on va dans le mur et d'un coup il se passe un truc, il se passe une réplique, il se passe un truc qui fait tout basculer. J'ai un exemple en tête en fait qui me concerne pas, mais qui est tout frais, qui date d'hier. J'ai regardé un spectacle d'improvisation et il y a à un moment donné 4 improvisateurs sur scène qui sont de très très bons improvisateurs, qui font justement partie de la compagnie DE et qui sont dans un moment où vraiment ça rame, où tu vois que les 4 sont tombés dans un truc où malheureusement ça marche pas. Ça arrive, c'est comme ça. Et tu te dis, toi tu le regardes en te disant, ça va être dur, c'est long, t'as mal pour eux. Même si tu sais qu'ils vont finir par s'en sortir parce qu'ils sont très forts. Et d'un coup, il y a une réplique, un truc qui se passe, et l'impro elle se transforme, ça change tout, c'est génial.
Et là, tu les admires, quoi. D'un coup, tu dis waouh, mais c'est trop bien. Alors que j'ai de l'expérience, alors que j'ai l'habitude de le faire, mais je peux pas m'empêcher de me dire, mais c'est trop bien en fait. Donc, c'est ça qui est assez fou aussi. Si tu veux, dans les bons souvenirs, il y a ça. Voilà. Après, tu posais l'action pour les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, il y en a quelques-uns, parce que ceux-là, ils te marquent. Mais comme j'ai toujours essayé d'en faire des vraies leçons et d'en apprendre un truc, finalement, ils s'effacent petit à petit pour laisser place à des trucs où je me suis dit, c'était cool, quoi. Mais on a un exemple il n'y a pas si longtemps que ça, avec la troupe dont je fais partie, donc les Mykonos. On a vécu, on va pas les citer, mais on a été programmé par une association pour une journée. Et voilà, tout s'est mal déroulé. Et au moment où nous, on est arrivés, on est arrivé dans des conditions qui étaient horribles pour jouer. Ça a été une heure vraiment très très dure, où on a dû tenir le rang de dire, on est sur scène, il faut le faire. Mais en vrai, on était 4 et on avait qu'une envie, c'était de partir. Oh. Mais ça arrive, ça fait partie du jeu. Vous n'étiez pas inspiré? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors c'était pas l'inspiration, on s'est retrouvé face à un public très difficile. Okay. Voilà, dans des conditions très difficiles, à 17h en plein cagnard, pour jouer devant des jeunes qui savaient pas forcément ce qu'ils faisaient là, qui étaient très excités par la journée super qui venait de passer en plus de leur côté. On arrivait en fin de journée, donc ils n'avaient pas vraiment envie de s'asseoir pour nous écouter, donc c'était dur. Ça arrive, voilà, ça fait partie du... Nous, on n'en veut à personne, c'est les conditions qui sont comme ça, si tu veux. Et puis, aujourd'hui, on en rigole déjà. Ça nous fait beaucoup rire. Et puis, on en a tiré une leçon de se dire, est-ce que finalement, on serait capable de le refaire? Est-ce que c'est à nous de le travailler pour se dire, il y a peut-être d'autres choses à aller chercher? Est-ce que c'est pas notre faute? Et puis, ça arrive, ça sera comme ça. Et puis voilà. Puis c'est génial parce que ça devient notre pire spectacle. Donc, ça rentre dans notre top 1. Donc presque cette journée-là, t'as envie de t'en rappeler, quoi. On s'en rappellera toujours et quand on en parlera, on en rigolera, quoi. Et alors après des années de planche, qu'est-ce qui te donne envie de encore monter sur scène? Alors celle-là par contre c'est une très très bonne question parce que c'est exactement ce que je me pose comme question en ce moment, figure-toi. Qu'est-ce que je fais? C'est ça, c'est exactement qu'est-ce que je fais là. C'est la question effectivement que je me pose beaucoup parce que quand tu fais de l'improvisation, il y a, tu le disais tout à l'heure, vraiment un peu une mission de faire rire les gens. C'est pas forcément une mission... Enfin, en tout cas, on a envie de faire rire. On a envie de faire rire, mais c'est pas forcément la première mission. En tout cas, c'est pas une mission qui est, je trouve pas le terme, qui est nécessaire. Ça peut très bien être autre chose qui te porte. Moi, ça fait des années que je le fais. C'est vrai que j'aime ça, faire rire les gens, et j'aime leur procurer beaucoup d'émotions. Et c'était un peu la mission que je m'étais donnée. Et là, ces derniers temps, j'avoue que ça me suffit plus, tu vois. Et j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin que pour moi, en ce moment, l'improvisation puisse me faire passer des messages aux gens. Donc c'est autre chose, c'est une autre manière de le travailler. Je suis en vrai questionnement là-dessus. Ce qui me fait me mettre un peu d'ailleurs en retrait de la scène ces derniers temps, parce que j'y trouve pas mon compte pour l'instant. Donc ça va être du travail qui va passer par les ateliers, ça va être des entraînements, et essayer de faire en sorte que cette envie-là, elle revienne en fait. J'ai pas envie de monter sur scène pour monter sur scène. Ouais. Ça a jamais été, par contre, tu vois, chez moi, une nécessité. J'ai jamais eu envie, par exemple, de dire il faut absolument que je monte sur scène, ça me manque ou quoi que ce soit. Chez moi, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a une partie, comme pour tout le monde, d'ego qui fait que quand même j'ai envie d'être aimé par les gens sur le public, par le public sur scène. Ça je pense que c'est un truc naturel chez les comédiens, mais c'est pas ma première envie en tout cas. Ma première envie, c'est d'essayer de porter un message, en tout cas en ce moment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand en plus, alors ça rejoint l'intervenant en atelier, mais quand tu permets aux gens d'apprendre quelque chose. Ouais. Ça j'adore. Voilà. On a monté un spectacle il y a 2 ans qui s'appelle l'Impro-Conférence avec Thomas Silvert, et c'est un truc qui me plaît énormément parce que c'est quelque chose où on va pouvoir, même si tout est improvisé et tout est faux pendant le spectacle, la mission c'était quand même de dire après le spectacle, on va donner de vraies infos aux gens, et ça me plaît. Et dernière question, mais est-ce que tu as encore le trac avant de monter sur scène? Alors, j'ai pas le trac, du coup je me mets le trac. C'est marrant ça, t'as pas le trac mais tu te le... Ouais, parce qu'en fait pour moi le trac c'est un bon moyen aussi de se mettre une sorte de pression de
Bah, oui, pour une fois sur scène, commence pas mollasson, quoi, quand on est... Ouais, voilà. Déjà qu'il y ait une énergie. Et puis aussi qu'il y ait quand même un mode de... je respecte ce qui se passe sur scène et je respecte le public. Donc il faut que je donne tout. Pour donner tout, il faut que je mette un peu de pression. Donc je vais me remettre un coup de track, ouais, en général, avant le spectacle. Et qu'est-ce que tu fais pour te mettre le track? Pour me mettre le track, en général, ouais, je vais essayer de... Déjà, il y a beaucoup de concentration. Souvent, il y avait un improvisateur qui s'appelle Pierre, qui venait, quand il me voyait avant le spectacle, il venait m'engueuler, il me dit souris un peu. Parce que vraiment, je souriais pas avant le spectacle. Genre 1 heure avant, j'arrêtais de sourire parce que je rentrais dans mon univers et je me mettais des fois même de la musique pour vraiment rentrer dans mon univers. Mais en fait, ça passe pour moi beaucoup par la concentration et l'échauffement. C'est-à-dire, je vais échauffer physiquement, mais aussi émotionnellement. Je vais essayer de me concentrer, je vais faire en sorte que essayer un peu par des phrases un peu de leitmotiv, tu vois, de me dire donne tout, joue jusqu'à la dernière seconde, ce genre de choses en fait. On baisse pas les bras, même si tu sais que ça rame pendant un moment donné, on baisse pas les bras, on y va à fond, on donne tout. C'est ça qui me permet en fait de me donner un peu de pression et de trac avant le spectacle. Parce que je pense que facilement, il y a des fois, surtout en improvisation, quand tu vas faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a des moments où en fait, tu te rends compte que ça marche pas et tu vas baisser les bras en disant bon, je m'en fiche, de toute façon, c'est improvisé. Et j'aime pas cette dynamique-là en fait. Donc j'essaie toujours de me concentrer avant un spectacle pour me mettre une pression, remettre un coup de trac. Il y a beaucoup pour moi de respect du jeu, de l'improvisation, du public, de la scène aussi. Et de tous les gens qui vont être là avec moi quoi, à ce moment-là. Bon, bah, j'y penserai pour le prochain spectacle. Alors, pour finir, on arrive à la dernière partie de cette interview où je pose des questions plus personnelles. Ah, j'adore ça. Alors, pour commencer avec la première, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Alors, ça dépend sûrement des périodes de ma vie. Je veux dire qu'en ce moment, ce qui me rend heureux, il y a une sorte d'apaisement que j'aime bien en fait, en ce moment, c'est l'amusement. Vraiment. C'est de faire des choses toutes simples et de m'amuser. Voilà, des jeux, que ce soit avec les gens que je connais ou avec mon fils. Des choses même un peu créatives. J'allais dire, ça dépend des périodes de ma vie, mais en ce moment, c'est ça. C'est le jeu, beaucoup le jeu. Ouais. D'accord. Et puis... Ça te va comme réponse? T'as l'air blasé. Non, mais en fait, c'est profiter des plaisirs simples de la vie. Bah voilà, reformule dis ce que tu veux, toi, c'est bon. Non, mais c'est les plaisirs simples, ouais. La simplicité, ouais, alors, je reformule ma réponse, parce que tu m'as influencé, du coup. Mais c'est ça, la simplicité, moi, ça me rend très heureux. Les choses simples me rendent très heureux. Ton plus bel échec et les enseignements que tu en as tirés, du coup. Le plus bel échec que j'ai eu, je pense que ça doit être dans l'improvisation, parce que c'est des choses qui m'ont tellement donné que je me suis beaucoup investi dedans. Donc forcément, plus tu t'investis, je pense, plus quand tu vas te casser la gueule, ça va faire mal. Donc ouais, ça doit être des choses que j'ai vécues dans l'impro. J'ai pas l'exemple en tête là, je suis désolé. Mais j'ai pas d'exemple en tête de trucs où je me sois... Enfin, en fait, des échecs, j'en ai, si tu veux. La réponse au bel échec, est-ce que j'en ai tiré? J'ai moins de réponses déjà. Il faut peut-être encore un peu de temps. C'est ça, peut-être qu'il me faut encore de temps pour les encaisser ou en tirer des leçons. Après, je pense que de toute façon, dans la vie, il y aura des échecs que tu vas avoir et dans lesquels, malheureusement, tu tireras pas forcément une leçon parce que on peut pas réussir tout comme ça. Mais comme ça, mon plus bel échec, je saurais pas te dire. Non, je suis désolé, il va falloir passer à l'autre question. Bon, autre question. Ta dernière claque, alors évidemment, quand je dis claque, c'est au sens figuré. Ça peut être un événement, un spectacle, une rencontre, un livre ou autre chose. Ma dernière claque, ouais. Dans le bon sens du terme, alors c'est ça. Alors en ce moment, je suis en train de lire un livre qui me met une grosse claque, qui s'appelle Les 1001 vies de Billy Milligan, qui raconte la vie. Donc Billy Milligan était un Américain qui avait plusieurs personnalités.
22 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le livre raconte sa vie. Et c'est très bien écrit. Et en fait, tu découvres comment quelqu'un qui a 22 personnalités peut vivre une vie normale, parce qu'il est quand même, pendant une longue partie de sa vie, en fait, confronté aux règles de la société. Et même s'il est amené à faire des erreurs, à des bêtises et même commettre des crimes, et c'est pour ça qu'on va se rendre compte qu'il a 22 personnalités d'ailleurs, sans spoiler, puisque c'est de toute façon raconté au début du livre. C'est une vraie claque parce que tu te dis, pour rebondir sur la question d'avant, par exemple, ta vie a l'air facile, t'as pas des échecs énormes, mais lui a une vie folle. Et le livre, voilà. Je suis en train de le finir. Okay. Je le conseille à tout le monde. Ça m'intéresse parce qu'en plus j'adore les biographies, donc. Ah là c'est ça, c'est une biographie, c'est écrit par un journaliste et c'est très intéressant et j'en parle à tout le monde autour de moi et tout le monde me dit bah quand tu le finis tu me le passes. Et je l'ai pas fini parce que je suis sur la liste. T'es sur la liste, tu rajoutes. Il fait 600 pages donc il est quand même costaud, mais il est très intéressant, j'aime beaucoup. Très bien. Et la question signature du podcast, tu dirais quoi à quelqu'un qui a un rêve en tête, une idée de projet, mais qui n'arrive pas à passer à l'action? Alors, je sais pas si je suis la personne la mieux placée pour faire ça, parce que je trouve que j'ai plein d'envies de projets et que j'en réalise peu. Moi, mon conseil, mais alors c'est moi du coup, c'est ce que moi j'ai besoin de faire. Je me rends compte que j'ai besoin de mettre plein de choses de côté pour me concentrer que sur ça. D'accord. C'est ma méthode à moi, en fait. Ok. D'être rentré dans ta bulle et d'être focus que sur ça. Ouais, c'est-à-dire que de me dire, ça va te demander du temps et de l'énergie, donc consacre-toi, sacrifie un peu de ce qu'il y a à côté pour faire ça. C'est quelque chose qui me fascine beaucoup, ça, le sacrifice des gens... même artistiquement, tu vois, des gens qui vont dans leur vie être capables de mettre plein de choses de côté pour réaliser un rêve, quitte à passer à côté d'autres choses, parce que tu peux des fois malheureusement pas tout faire. Et je suis assez fasciné par ça. Et c'est un peu le conseil que moi je me donne des fois, me dire oui, bah tu veux réussir ça, ouais. Va falloir faire des choix. Voilà. Et consacre-toi à ça et mets-y le temps qu'il faut. Et si ça te plaît vraiment, vas-y quoi. Okay. Voilà. C'est mon conseil. Mais écoute, merci beaucoup d'être intervenu au micro du podcast. De rien, merci pour l'invitation. Un très bon moment. Et puis un grand merci aussi au théâtre Saint-Angelo de Bastia qui nous a prêté cette salle pour réaliser cette interview. Oui. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le partager à un proche. Et sachez également que vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube. À bientôt.